Qu'est-ce qui se passe encore? C'est Guido, il s'est mangé la table de ping-pong. C'est le seul gag que vous verrez dans le film. On s'est connus au lycée, mes copains et moi, en 1964. Ça vous intéresse de voir baiser la prof de sciences nat avec tes Lipton? Le prof d'anglais? De cette expédition homérique est née une amitié de 20 ans, qui nous a entraînés dans toutes les aventures les plus intéressantes qui soient. Le rock'n'roll. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui, on va aller à l'opposé de ce qu'on a fait il y a 2 semaines, à savoir Intouchable pour ceux qui l'ont vu. On avait parlé d'un film qui avait tout pété au niveau des récompenses ou du box-office, que ce soit en France ou à l'étranger. Et succès oblige, ça incitait certains à le détester par nature. C'est humain, et c'est surtout très français. Là, avec mes meilleurs copains, ça va être l'inverse. Le film a fait un flop. Le flop absolu. On va revenir sur les raisons qui ont amené à cet échec, mais le film a pris de la valeur après sa sortie, lors de ses diffusions télé, où il a enfin trouvé son public, qu'il avait pourtant boudé lors de la sortie en salle. Le point commun entre les deux, la préparation mentale avant visionnage. La prise de conscience politique. Libérez Angela Davis. On n'est pas au Vietnam. L'éveil psychédélique. Sur le nerf de bœuf, il y a des voyous. La révolution sexuelle. Qui couche avec qui? Il manque Guido, c'était sur le lui qui a voulu me déshabiller. Ça m'a laissé. Intouchable étant sur toutes les lèvres, le français va y aller, et encore pas tous, parce que certains sont pas comme tout le monde, ou ne veulent pas faire comme tout le monde, mais ceux qui allaient y aller, pour la plupart, et ils sont ici, ne lui pardonneraient rien. Parce qu'il cartonne et donc il rapporte. Mes meilleurs copains, le public était programmé pour aller voir un Jean-Marie Poiré, avec ses caractéristiques propres de l'époque, c'est-à-dire sans le montage qui rend épileptique. Et ils ont eu à la place un film avec beaucoup de dialogues et très peu de gags. Celui que je vous ai montré, un film à contre-emploi pour Jean-Marie Poiré, et c'était voulu, mais ça n'était pas ce à quoi le public s'attendait. Bon, ça n'a pas toujours été facile à vivre, d'accord, surtout dans nos rapports avec les femmes. Il va pas foutre en l'air tout le travail de la compagnie pour une histoire de cul très limite quand même. Mais on était tout de même des pionniers, et si c'était à refaire, on le referait. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le contexte autour du film, pourquoi ce film si à part dans sa filmographie, et peut-être qu'on peut voir à travers cet échec un message compris par son réalisateur qui plus jamais ne sortira de sa ligne de conduite, avec des films par la suite survitaminés jusqu'à l'excès, aidés par un montage ultra cuté. Completely responsible. C'est Rasibus. Vous êtes d'une famille super catho. Qu'est-ce que vous pensez des positions de Jean-Paul II? La position 2. Et si c'était une réponse au traumatisme qu'a été l'échec de mes meilleurs copains, et la peur d'ennuyer à nouveau, et surtout la peur d'être ruiné à nouveau, on va en parler. Et je suis ravi d'en parler, parce que la chaîne a vocation à parler de ce genre de film-là. Et à titre personnel, mes meilleurs copains m'a toujours plongé dans un état de confusion. Je l'avais vu tout jeune à la télé, une fois, et je m'étais endormi. Alors là, si ça doit être règlement de compte à Hockey Choral, vous aurez peut-être mieux annuler le week-end. Qui sommes-nous devenus? Toi, de toute façon, t'avais rien à droite depuis t'as du pognon. Avons-nous perdu nos rêves? Il paraît que t'es devenu un dentiste bourgeois. Bonjour, pourquoi? Je suis conventionné. Et je suis romancier aussi à mes heures. Tu penses que je suis un raté? Sommes-nous encore capables d'un grand amour? Bernadette? D'amitié, de générosité, d'intelligence, de clairvoyance? Au fond, c'est assez passionnant, une dent. Je baisse plus depuis 83. Je peux pas laisser une copine qui crée SOS. Comme le public à l'époque, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'étais sans doute trop jeune pour comprendre le côté baba cool, les flashbacks en noir et blanc, et ça ne me parlait pas. J'étais sans doute un peu trop jeune. Et pourtant, on avait dans le même film 2 des acteurs que je chéris le plus au monde. Jean-Pierre Bacri et Philippe Corsan. Le portugais est gay et l'espagnol est gueule. Tu sais que tu me fais chier avec l'histoire des Portugais, toi? Ouais. Lève-toi. Parce que j'ai horreur de taper des mecs assis, là. Sans oublier bien sûr Christian Clavier, Gérard Lanvin, Jean-Pierre Daroussin, même si à l'époque ils n'étaient pas connus, on va le voir. Ils étaient tous d'ailleurs moins connus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Mais quel casting! Et paradoxalement, il y a dans ce casting 2 des acteurs que je chéris le plus au monde, Jean-Pierre Bacri et Philippe Corsan. Et ben là, ils jouent tous les 2 dans le même film, et j'en ai jamais parlé. 2 acteurs que j'adore, et pourtant j'en ai si peu parlé sur la chaîne jusque-là. Avec Bacri, on a fait Le sens de la fête. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. On va faire celui-là. Pour Corsan, on a fait La soif de l'or et la vidéo sur une famille formidable, mais c'est tout. C'est fou ce que les gens perdent le sens de l'humour en ce moment. Pourtant, le portugais est gay. Qu'est-ce que vous avez fait de Jacques? Ah oui, Jacques, oui. Il devrait être avec nous.
Mais il est pas là, ça. Jacques, il est où, Jacques? Il est où? Et là, t'as une idée, toi? C'est pour ça qu'il était temps. Même si le film en lui-même, je l'ai jamais vraiment adoré. On va en parler. On est parti. Jean-Marie Poiré. On en a tellement parlé sur la chaîne. Les Visiteurs 1, 2, 3 et en Amérique, l'opération Corned Beef, les Anges Gardiens, Papy fait de la résistance. On a vu à quel point, peu à peu, on est arrivé à des films ultra rapides avec parfois des scénarios de 3 heures, raccourcis pour les besoins du film sur 1h40 comme les Anges Gardiens. Dis à Luna que le père Pain va lui ramener son fils à l'avion de Hong Kong demain. Tarin, le père Tarin, pas le père Pain, j'ai dit Pain pour l'orthographe. Mais on en oublie presque que Jean-Marie Poiré, c'était aussi le réalisateur du Père Noël est une ordure, ou des Uns préfèrent les grosses, ou encore de Twist Again à Moscou et de Nos meilleurs copains. Et c'est ça qui va nous amener à Nos meilleurs copains. Tout se passe sur le tournage de Twist Again à Moscou, que j'avoue ne jamais avoir regardé, ça m'a jamais attiré d'avoir de l'humour français qui s'exporte en Russie dans la neige. Ceci dit, peut-être que pour la chaîne, on en parlera. À vous de me dire si ça vous plairait ou pas. Twist Again à Moscou, l'après Papy fait de la résistance, qui avait été le carton de Jean-Marie Poiré jusque-là, même si les critiques sur ce film avaient souvent dénoncé un film lent, mou et réalisé sans aucun relief. Et c'est pas moi qui vais les contredire. Mais succès commercial oblige, Twist Again à Moscou sera dans la continuité, à savoir un film à gros budget, encore, et qui vise encore à se faire rencontrer deux générations de comédiens. Ici Bernard Blier sur la fin et Philippe Noiret, qui vont côtoyer Christian Clavier et Martin Lamotte. Magouille, combine, trafic. Et la meilleure police du monde. Robin, je suis suivi par le KGB. Mais le film ne rentrera pas dans ses frais. Pas cette fois. Ce qui va décevoir la Gaumont et son producteur emblématique Alain Poiré. Et cette pression du résultat liée à un gros budget va peser sur Jean-Marie Poiré, qui souhaite pour son prochain film voir moins grand et moins gros. Clairement, l'idée était de faire un film, comme on dit de nos jours, low cost. Et pour ce prochain projet, il ira puiser directement dans sa propre jeunesse. Alors qu'il était musicien, ce qui l'a emmené jusqu'aux États-Unis, avec une chanteuse qui depuis avait fait carrière sur place, alors que le reste du groupe s'était séparé et que chacun avait fait une carrière différente, et avait mené une existence plutôt rangée. Lorsque Jean-Marie Poiré parle de cette lointaine expérience à Christian Clavier, son acolyte à l'écriture, ce dernier est intéressé par ces personnages pleins de rêves de gloire qui finalement vont s'embourgeoiser, devenir pères de famille, renonçant ainsi à leurs rêves. Ce sera leur toute première collaboration à l'écriture en duo, un duo qui va perdurer durant plus de 25 ans. L'écriture a été en partie influencée par l'un des membres de son staff technique sur le tournage de Twist Again à Moscou, surnommé Moustique, un personnage atypique dont le trait de caractère principal était d'être très zen, trop zen, parlant lentement, relativisant absolument tout, comme s'il était stone en permanence. Je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux, voilà, hein, que tu te bourres la gueule, je m'en fous complètement. C'est après le tournage, ça m'est égal. Pendant le tournage, c'est pas possible. Donc, la prochaine fois que tu es bourré pendant le tournage, je te fais virer. Tu comprends ça? Et alors, le lendemain, on frappe à la porte, tout, comme ça. Et c'est lui. Et il me fait, je voulais te dire, tu vois, pour hier, tu m'as super engueulé, tu vois. C'était super bien. Ça m'a recadré, tu vois. J'adore ce mec-là. Voilà, ce personnage m'enchantait. On a décidé que c'était un grand guitariste, qu'il était complètement allumé, et on a fait ce personnage qui dit « Il n'y a pas mort d'homme ». C'est quoi grave pour toi? Quoi, y a pas mort d'homme? Quand on ne connaissait pas bien Danny, on pouvait croire à un crétin des Alpes. Mais c'était simplement que pour lui, le mal n'existait pas. C'est donc ce personnage qui va inspirer l'un des personnages les plus importants du film. Afin de réunir à l'écran la plupart des membres du Splendide et restituer ce personnage mémorable à l'écran, Jean-Marie Poiré se rapproche de Michel Blanc. Michel Blanc, Qui n'est pas contre le rôle en lui-même, appréciant le scénario du film, mais qui ne se sent pas capable de jouer naturellement de cette façon, à savoir parler comme Doc Gynéco. Et il hésita à engager le dit Moustique, mais ce n'était pas un acteur, et Jean-Marie Poiré avait peur que ces derniers perdent son naturel en étant dirigés, et surtout en étant devant une caméra. Patrick Bouchité postule pour le rôle, et il est plutôt convaincant. Mais c'est le méconnu Jean-Pierre Daroussin
qui semble maîtriser le plus naturellement la lenteur de la voix. Mais ce qui va déterminer le choix entre Patrick Bouchité et Daroussin, c'est assez jubilatoire comme anecdote. Je laisse Jean-Marie Poiré la raconter. Il était venu chez moi pour discuter, puis il était parti, puis il était revenu une heure après en sonnant. J'ai oublié mon agenda. J'ai dit, t'as le rôle. Je sais pas s'il l'a fait exprès d'oublier son agenda. S'il l'a fait exprès, c'est génial. Afin d'attirer Christian Fechner pour coproduire le film avec Jean-Marie Poiré lui-même, Jean-Marie Poiré pense à Gérard Lanvin, avec qui Fechner était ami, les deux étant voisins dans la vie. Et le côté musical du film avec un groupe de rock était parfaitement calibré pour séduire Fechner qui avait démarré ainsi en produisant Les Charlots au début des années 70. Bien joué Jean-Marie, ça a marché. Ceci dit, il va donner ses conditions. Eh bien, à cela, il y a exactement 46 raisons. La première... Pas de film en anglais tel que c'était prévu, le groupe ayant dans la vraie vie voyagé aux États-Unis, donc c'était l'idée de base, et donc pas de star de la chanson américaine, puisqu'il fallait parler français. Donc on va se diriger vers le Québec. Mais à cette époque, Céline Dion commençait à peine, donc on n'avait pas de star internationale québécoise. C'était pas forcément très crédible d'imaginer ça. Mais Fechner s'est dit que ça passerait, et puis finalement c'est peut-être assez précurseur de ce qui se passera avec la carrière de Céline Dion. Suite au refus de Michel Blanc de jouer le rôle de Danny Leland, Poiré souhaite avoir Thierry Lhermitte pour jouer le rôle de Gildo. Mais ce dernier déclinera. Il pense alors à Jean-Pierre Bacri, mais ce dernier hésite à jouer un gay de façon crédible et avait très peur de passer pour un homophobe. Il acceptera cependant à condition de ne pas jouer de manière efféminée ou caricaturale, tel que c'était écrit au départ. Car Jean-Marie Poiré aurait aimé un personnage dans la veine de celui joué par Michel Serrault dans La Cage aux Folles. Tu la tiens sans trembler, franchement. C'est vu, oui. Sans trembler, bah oui. Si tu veux me tuer, tu le dis carrément. Afin d'avoir un personnage profondément décalé et drôle. Mais blessé par les multiples refus de comédiens de jouer pour lui, il renoncera à la facette décalée de ce personnage, qui sera du coup bien plus sobre, dans la crainte de voir Jean-Pierre Bacri refuser à son tour. Ça a été assez tendu entre Jean-Marie Poiré et Jean-Pierre Bacri. Bacri redoutant particulièrement la scène où il devait embrasser un autre homme, puisque son personnage est gay dans le film. Là où Jean-Marie Poiré attend d'un comédien qui fasse quoi qu'il arrive son boulot et que peu importe la scène, Jean-Pierre Bacri n'était pas comme ça, avec son côté un peu bourru comme on le connaît dans ses films. Et pour qu'il puisse dire oui au film, il va devoir le convaincre que lorsqu'ils vont filmer la scène, la caméra sera placée d'une certaine manière pour qu'on ne voit pas vraiment qu'ils s'embrassent, en tout cas pas avec la langue. Non mais Cyril, tu t'y prends comme un manche là. On croirait que tu n'as jamais embrassé personne. Mais serre-la avec émotion, nom de Dieu. Elle te dégoûte ou quoi? Moi je sais pas. Étouffe-la carrément. Mais c'est pas forcément cette situation-là qui va brouiller les deux au final. Ça a clashé lors d'une scène où ils étaient tous ensemble, où on a un monologue de Jean-Pierre Bacri. On avait eu une idée marrante, tu sais, on donnait des noms de vedettes aux pâtes. Carbonara Mathieu, Macaroni Stallone. Les noms étaient rigolos, mais alors les pâtes, suivez pas quoi. Bref, ça n'avait pas marché. Et Poiré n'arrivait pas à obtenir le résultat qu'il voulait à ce moment-là sur cette scène-là. Et Jean-Pierre Bacri a essayé de jouer de différentes façons, et à chaque fois, c'était pas ce qu'il voulait. À tel point qu'à un moment donné, il a dit « Ouais, mais écoute, c'est pas clair, qu'est-ce que tu veux ?» Baisser un peu le son, cette crétinerie, qu'on puisse discuter un petit peu. Entre êtres humains, on peut échanger des idées quand même, non? Non. Vraiment, ce week-end, c'est à qui sera le plus fuyant. Personne ne regarde plus personne. Comme s'il n'y avait pas assez de bordel. Bon, bah alors, en tant qu'être humain, je t'écoute. J'imagine très bien Jean-Pierre Bacri dire ça comme ça. Ce à quoi Bacri va répondre qu'il peut pas faire plus naturel que ça, et ce à quoi Jean-Marie Poiré répondra que c'est bien dommage. À partir de là, le tournage va virer presque au clash. En tout cas, il y aura deux clans. Je trouve surtout que tu devrais être moins con, moins égoïste. Hein? J'ai pas baisé depuis 83. Tu comprends? Au prix d'une volonté d'acier. À partir de cette prise-là, d'ailleurs, tout le monde va être plus ou moins en froid sur le tournage. Surtout que Poiré a fait l'erreur d'engueuler Bacri devant tout le monde. Du coup, le reste du tournage a vu son équipe de comédiens se scinder en deux clans. D'un côté, Jean-Marie Poiré, Christian Clavier et Louise Portal, et de l'autre, Gérard Lanvin, Jean-Pierre Bacri et Jean-Pierre Daroussin. Pour ceux qui se demandent d'où je tiens mes informations, j'ai tout simplement lu les chapitres qui concernent le film dans le livre de Jean-Marie Poiré. Et dans le livre, malheureusement, ou dans les interviews que j'ai trouvées, il n'est jamais abordé la question de Philippe Corsan sur le tournage. Apparemment, lui, il n'aurait pas pris part au clash, il était juste venu là pour bosser, et il est d'un naturel plutôt timide, donc je pense pas que ce soit son style de s'impliquer humainement comme ça. Le budget du film étant plus serré avec Poiré comme coproducteur, seul Gérard Lanvin avait le droit à une loge privée pour se maquiller, se changer et se reposer. Et Christian Clavier renoncera à avoir lui-même sa propre loge, malgré son statut d'acteur principal et de co-scénariste, pour ne pas susciter la jalousie de Jean-Pierre Bacri de ne pas avoir également sa propre loge. Et c'est dans cette caravane que la plupart des acteurs du deuxième clan fumaient réellement des joints durant le tournage, ce qui creusera d'autant plus le fossé entre le duo de scénaristes
et le reste de l'équipe. Il faut aussi rappeler que sur ce film-là, Jean-Marie Poiret avait le statut de coproducteur, et que ça lui a mis une pression particulière qu'il n'avait jamais ressentie avant. Sachant que financièrement, il n'a pas avancé grand-chose, puisqu'il n'avait pas forcément de l'argent à mettre. Au lieu de vendre son scénario à Fechner, il a tout simplement donné. Sauf que Fechner, il va dire quoi? Il va dire que le scénario, il vaut pas autant. Bonjour l'ambiance. Ce sont vraiment mes meilleurs copains, et vous devriez les adorer pas mal, vous aussi. Ils vont faire en sorte d'avoir leur revenu sur le succès du film lors de sa sortie et vont renoncer à leur cachet, autant Clavier que Poiret. Malheureusement, comme tout le monde le sait, le film va sérieusement flopper. Je suis rentré dans une salle, ils ne voulaient pas me laisser rentrer en plus, parce qu'ils... Non. Donc j'ai payé une place, donc déjà il y a une place de moins parce que c'est moi qui l'ai payé. Et je me suis assis dans le milieu des gens. Et j'ai compris qu'on allait au désastre absolu. J'avais l'aura d'un metteur en scène qui faisait des films beaucoup plus comiques. Et comme le film a été le flop de leur carrière, malheureusement, ça les a à moitié ruinés. Et ce flop flottait dans l'air. Fechner se désintéresse de la promo et fausse la bande-annonce du film en y concentrant les rares gags pour que le public puisse venir. Donc les gens arrivaient, ils étaient surexcités. Ils attendaient des gags et des trucs. Bon, et puis brusquement, on parle de la vie, de la mort et de la coiffure, et c'est très dialogué, etc. Et je me souviens, il y avait des gamins, ils se sont tirés. J'ai vu la salle se vider, parce que il ne suffit pas de réussir un film, il faut que les gens l'attendent là où il est, en fait. Mais le bouche à oreille n'était pas bon. Les salles sont loin d'être pleines, et Jean-Marie Poiret le constate en direct. Les enfants venus pour voir Le Père Noël est une ordure bis sortent de la salle en pleine projection. Cet énorme échec, ça va foutre un coup de massue à Jean-Marie Poiret et à Christian Clavier qui vont vraiment croire que leur carrière était terminée et que personne ne voudrait plus jamais tourner avec eux. Tous les producteurs de Jean-Marie Poiret ne le saluaient que de loin, ils ne voulaient plus forcément lui serrer la main ni rien, comme Claude Berry par exemple qui lui disait « Ah, salut, on s'appelle !» Et puis non. Franchement, 360 000 entrées, c'est les entrées du film, c'est dur. Et je compatis parce que je sais ce que ça fait de sortir une vidéo qui pourtant a tout comme les autres pour cartonner, mais que le public ne vient pas. Je compatis. On ne remonte pas sur une déception. Les gens attendaient de rire beaucoup plus. Alors comme le début est assez drôle, puis après ça devient souvent un peu mélancolique, et c'est en fait quand même un film qui est une réflexion sur la réussite. Et pour survivre, il va même devoir vendre les droits de son film pour 6 000 €, un an de loyer, afin de pouvoir subsister. Ça me rappelle un peu Stallone qui avait vendu son chien avant le premier Rocky parce qu'il n'avait pas d'argent et il l'a racheté 10 fois plus cher après. Mais manque de bol, comme le film s'est mis à cartonner une fois qu'il est passé à la télé, eh ben il touchera rien non plus comme argent par rapport aux diffusions télé du film. À la boulette. Jean-Marie Poiret va survivre en tournant des pubs en tant que réalisateur, mais l'échec des Mes meilleurs copains va avoir des répercussions. Comme ne pas jouer avec Gérard Lanvin dans Corned Beef, car on l'associait à l'échec du film, il a donc été invité à prendre Jean Reno à sa place. Sans rancune, Bibi, tu as gagné. Serrons-nous la main. Et oui, car à la base, dans Corned Beef, le squale devait être joué par Gérard Lanvin, parce qu'il avait bien apprécié travailler avec lui sur le tournage malgré tout. Mais surtout, cet échec va conditionner la suite de sa carrière. Fini les prises de risques, on va remettre les films avec des duos d'acteurs comiques, comme à l'époque de Gérard Houry, avec de l'humour plus attendu, avec un cocktail plus explosif, moins de risques, tout simplement. Et ça va payer, parce que juste derrière arrive Corned Beef et surtout les visiteurs. Non mais oh! Crache dessus maintenant! Tu le vois peut-être pas ça? Qui va complètement changer la carrière de Poiret et de Christian Clavier. Et du coup, le film dans l'histoire, qu'est-ce qu'il vaut? On en parle. Je me range dans la majorité, cette fois en tout cas, mais jusqu'ici je n'avais jamais apprécié ce film, puisque légitimement, j'étais pas préparé à une avalanche de dialogues. À un film de potes, dans la veine du Cœur des hommes, ou des petits mouchoirs, ou du prénom, avec des amis de la trentaine ou de la quarantaine qui passent une soirée ou un week-end en huis clos, avec un événement qui va rebattre les cartes et amener des tensions dans des décennies d'amitié. Ce film, c'est tellement pas Jean-Marie Poiret, en tout cas dans la mémoire collective. D'ailleurs, il le dit encore une fois très bien. Si le film avait été signé par Téchiné, par exemple, ça aurait été un tabac, parce qu'on aurait dit « Ah, ben voilà, on se marre !» Mais c'est-à-dire que si vous... Je suis très salaud, parce que j'aime beaucoup ce que fait Téchiné. Bon. C'est tellement vrai. Peu avant la sortie du film, Jean-Marie Poiret, pendant la promo, avait croisé des enfants qui lui demandaient des autographes et qui avaient hâte de voir le film, qu'ils avaient hâte de délirer autant que sur Le Père Noël est une ordure.
Ce à quoi Jean-Marie Poiré savait intérieurement que ça n'avait rien à voir, mais il pouvait pas le dire. Mais il a su à partir de là qu'il allait y avoir un sérieux décalage entre les attentes du public et ce qu'il allait proposer dans ce film-là. C'est une histoire d'amis, on parle du sida, on parle de choses qui sont pas marrantes. Et donc, c'est ça qui a surpris le grand public. Donc il a fallu qu'il soit informé que c'était marrant, mais... Et le bouche à oreille a été très rapide. Les files d'attente étaient quasiment inexistantes, les salles étaient à moitié vides, et surtout, les gens sortaient en cours de séance, alors que Jean-Marie Poiré, qui avait payé son billet, il fait partie des 360 000, assistait impuissant à ce public qui ne comprenait pas son film. Et c'est super paradoxal qu'ils ont décidé de faire après, de faire des films beaucoup plus commerciaux, beaucoup plus bourrins, ce qui a donné la réputation de Jean-Marie Poiré de faire des films avec des montages n'importe comment. Satanas! Mon père, je vous apporte des étouffes répandues! Espèce de monstre! Et ça a marché. Mais c'était par peur d'avoir un deuxième échec, ce qui n'était pas entendable, ni pour l'un ni pour l'autre. Et pourtant, quand ils ont engagé Jean-Marie Poiré, le Splendide, pour remplacer Patrice Lecomte qui avait décidé d'aller tourner avec Michel Blanc qui avait quitté la troupe, le Splendide n'était pas chaud à part clavier, parce que Jean-Marie Poiré, c'était le co-scénariste de la 7ème compagnie, la trilogie, où il avait tourné avec Edouard Molinaro sur Oscar. En tout cas, il était déjà catalogué dans le vieux comique qui les intéressait pas. Eux, ils étaient dans le café-théâtre, dans un comique plus récent, plus de société. Et la seule fois où Jean-Marie Poiré va vraiment tourner dans cet esprit-là, ça va flopper. Et si c'était à refaire, on le referait. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de cette épopée sans pareil? Elle s'est mariée avec ce gros con et ils sont en pleine scène de ménage. Je t'en supplie, saute là! Donc les films avec beaucoup de personnages, les films de potes comme on dit, avec des thématiques fortes telles que l'amitié qui est plus importante que la réussite, poubelle. On n'en parle plus. Et c'est dommage, surtout avec mon regard d'adulte, parce que maintenant j'apprécie plus le film que quand j'étais enfant, forcément. Surtout maintenant que je connais son histoire et l'impact que cet échec a eu sur leur carrière, c'est d'autant plus fascinant à regarder. Mais en dépit de mon regard d'adulte, et en dépit du casting absolument incroyable, même si à l'époque ils n'étaient pas tous connus comme aujourd'hui, ce film fait pas partie de mon top 20. Et encore une fois, c'est un paradoxe. Je bois les paroles de Bakri ou de Corsan quand ils râlent, quand ils gueulent, ou même quand ils parlent normalement. De toute façon, j'ai compris, hein. On me plaque parce que je suis laid. Je suis moche comme un pou. C'est ça le vrai problème. Un gros pif sur une tête de veau. Mais qui voudrait vivre avec ça? Ce comique de mauvaise humeur, j'adore. Ou ce comique blasé, comme je dis. C'est complètement ce qui marche avec moi. C'est dans le ton. C'est naturel avec ces deux-là. Avec De Funès aussi, par exemple. Je t'en prie, Antoine fait beaucoup plus qu'1m2. Tu fais combien maintenant? Un bon 1m80? Est-ce que vous êtes con? Vous êtes dramatiquement con. Mais quand c'est pas eux que tu vois à l'écran, et que c'est les autres, je suis beaucoup moins emballé. J'aime pas spécialement les autres personnages, pas celui de Clavier par exemple, qui pourtant prend beaucoup de place, parce qu'en plus c'est lui le narrateur du film, c'est lui sur lequel l'histoire commence et sur lequel l'histoire est centrée. Comme c'est le personnage que j'aime le moins, je suis obligé d'attendre que ça passe et d'attendre de retrouver les deux que je préfère. Et ça c'est pas normal. Parce que dans un film de copains, t'es censé t'intéresser un minimum à tout le monde, sinon ça marche pas. Alors tes pauvres histoires de ratage de couple. Bon, je t'en prie, à cause de Guido. ton égocentrisme, Antoine, démentiel. Hein. Merci bien. Mais qu'est-ce qui te prend là? Pourquoi tu m'agresses enfin? Si je peux même plus te parler à toi, mais ça devient vraiment fou là. C'est comme le mécanisme des flashbacks que je trouve un petit peu lourd, quand il met des extraits en noir et blanc. C'est sympa au début du film pour introduire comment ils sont tous rencontrés, mais au bout d'un moment ça casse le rythme, parce que dans les films de week-end et de copains, t'as envie de rester dans le présent, dans la maison et de voir ce qui se passe. T'as pas envie de casser l'histoire à revenir en arrière trop souvent. Et même le noir et blanc d'ailleurs, je trouve qu'il y a d'autres moyens de faire penser à un flashback que mettre du noir et blanc. Il suffit par exemple de laisser parler Clavier, en sachant que comme il parle au passé, on comprend que c'est pas aujourd'hui, il n'y a pas besoin de mettre du noir et blanc pour comprendre ça. Et comme il y a énormément de dialogues et qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça dans les Jean-Marie Poiré, il y a beaucoup de dialogues qui sont cultes, comme celui-là. Ouais, il n'y a pas mort d'homme. Mais encore une fois, ça dépend qui les dit, ça passe. Quand c'est les autres, j'y arrive beaucoup moins. Donc forcément, le temps paraît plus long. Sachant que le film, je crois, fait 1h50, c'est assez long pour une comédie. T'énerve pas, sois cool, mon grand. Attention, toi là, tu m'appelles pas mon grand et connard, hein? Cool, tu vas te coller un ulcère avec ton agressivité. T'es déjà jaune comme un coin. Mais pour vous donner un exemple de comédie où t'as des troupes et où tu t'intéresses à tout le monde, contrairement à celui-là, je peux vous en donner pas mal. Les Bronzés, par exemple. Je m'intéresse autant à ce qui se passe autour de Bernard et Nathalie, de Popeye, de Jérôme, de Christiane, de Jean-Claude Duss évidemment, sauf dans Les Bronzés 3, hein. Ou dans Le Père Noël est une ordure, je m'intéresse autant à Félix et Josette, que Pierre et Thérèse, ou Madame Muscat, ou Monsieur Prescovic. Ah, Monsieur Prescovic. C'est Prescovic, Thérèse. Je vous présente toutes mes confuses. Et vous confuse? Vous n'imaginez pas que je vais aller réveillonner chez Castel avec ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde? Non, c'est Cloug. Ils ont tous quelque chose. Il n'y en a pas un où je me dis, faut attendre que ça passe. Là, oui.
Maintenant qu'on a dit tout ça, je salue tout de même la prise de risque, le changement de ton, le changement de type de comédie, je salue le casting qui a été fait pour moi, mais ça donne envie surtout de parler plus de Jean-Pierre Bacri, on va parler de Didier dans quelques semaines, parce que le Blu-ray va sortir au printemps je crois, on va plus parler de Philippe Corsan aussi, on va se faire plaisir, parce que ce sont vraiment deux immenses acteurs qui sont partis trop tôt tous les deux. Toi, t'es toujours en retard, pourquoi? Je viens de finir mon service, et puis le temps d'arriver, j'étais en renfort sur les barrages d'agriculteurs qui bloquent les routes. Il y a des ralentissements sur la A15, à la hauteur de Franconville, en direction de Montigny. Vous savez, près de l'échangeur de la Pâte Donc tu te dis, tiens, je vais lui faire un point de circulation au PC de Roulis-sous-Bois. Donc restez dans le coin, on va en parler en 2025. Et c'est tout ce que j'ai envie de dire sur mes meilleurs copains. Il n'est pas dans mes classements, mais je salue encore une fois l'audace et le changement et la prise de risque de Jean-Marie Poiré, qu'on a tous un peu catalogué dans le genre de réalisateur épileptique, mais il y avait l'avant. Le Père Noël est une ordure, ou Les hommes préfèrent les grosses, ou celui-là, ou peut-être Twist Again que j'ai pas encore vu, on en parlera aussi. Et ben c'était un autre Jean-Marie Poiré. Et je tiens à saluer ça. Merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce que vous avez pensé de Mes meilleurs copains? Est-ce que vous connaissiez le film ou pas? Quelles sont les répliques cultes du film qui vous viennent en tête? N'hésitez pas à les mettre en commentaire, et puis si vous n'avez pas quoi dire, voici de quoi vous inspirer. Oui, il y a des ailes quand même. Tous des pourris. Alors écoutez, on en a déjà parlé, je veux dire, les mecs de droite ou les mecs de gauche, je veux dire, on est d'accord, c'est tous des pourris, surtout les mecs de gauche d'ailleurs. Mais ça ira très bien. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.